Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour l'Unipop Histoire. Et ce soir, donc, nous sommes dans le dispositif l'Unipop de ville en ville. Nous sommes en direct avec les spectatrices et les spectateurs de 35 cinémas. Et donc, l'Unipop Histoire, c'est souvent des guerres, des dictateurs, et j'en passe. Et donc, ce soir, on va quand même changer carrément de catégorie, de discipline. Nous avons le plaisir donc d'avoir enfin une soirée sous le signe de la gastronomie, de la cuisine. Alors certains d'entre vous ont déjà vu La Passion de Dodin bouffant et doivent patienter pour aller dîner, malheureusement. Et d'autres vont le voir après l'intervention de notre invité de ce soir, Monsieur Patrick Rambourg. Voilà. Nous sommes ravis de vous accueillir, évidemment. Alors, vous êtes particulièrement la personnalité idoine pour ce soir, parce que vous cumulez plusieurs casquettes, c'est le cas de le dire, donc, et notamment celle de conseiller historique. Historique ? Oui, c'est ça. Historique, non, il y a des conseillers artistiques, mais là, c'est conseiller historique du film, donc La Passion de Dodin bouffant. Et puis, bien sûr, vous êtes historien à l'Université de Paris-Cité. Vos travaux sont consacrés bien évidemment à l'histoire des pratiques culinaires et alimentaires et à celle de la représentation de la table et de la cuisine. Vous venez de publier Histoire du Paris gastronomique du Moyen-Âge jusqu'à nos jours aux éditions Perrin. Donc vous signerez le livre à Pessac, au Jean Eustache, à l'issue de votre intervention. Et puis vous avez publié en 2010, toujours aux éditions Perrin, l'histoire de la cuisine et de la gastronomie française. Voilà, tout ça nous met l'eau à la bouche et on va vous écouter pendant 1h30. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très très heureux d'être là parmi vous. Alors, mon propos, c'est l'histoire du Paris gastronomique, une histoire que je connais très bien puisque j'y ai consacré de nombreuses années de recherche, de nombreuses années de travail, qui a fait l'objet d'un livre récemment paru, comme cela vient d'être dit. Alors, histoire du Paris gastronomique du Moyen-Âge à nos jours. Donc, ce soir, je ne pourrai pas donc vous parler de toute cette histoire puisqu'elle est très 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 importante. Donc, je vais commencer par vous indiquer comment je compte aborder cette histoire. L'histoire du Paris gastronomique est très très riche et donc je ne pourrai pas ici vous présenter toutes ses facettes. J'ai donc organisé mon propos en 4 parties. Dans un premier temps, je vous parlerai des spécialités culinaires des régions qui affluent dans la ville sous l'Ancien Régime. Ensuite, j'évoquerai l'invention du restaurant dans le Paris des Lumières, l'affirmation du discours gastronomique au XIXe siècle, dans le courant du XIXe siècle, et je terminerai avec les cuisines de Paris au XXe siècle. Alors, Paris est une ville cosmopolite depuis le Moyen-Âge et des modes culinaires. Paris a très tôt été perçu comme une ville des plaisirs gourmands, où s'élabore le bon goût qui sera longtemps considéré comme le goût français. Les manières de manger et de cuisiner de la ville lumière sont la référence des élites françaises et internationales. Le modèle culinaire reste pour des siècles celui de Paris, qui, au fil du temps, devient la capitale de la gastronomie où toutes les cuisines vont se rencontrer. La renommée de la ville est ancienne. Dès le Moyen-Âge, son université attire des étudiants de toute l'Europe. Elle est déjà un grand centre de consommation, un important marché alimentaire et un artisanat de bouche s'y développe fortement. Les halles centrales qui apparaissent dès cette époque symbolisent le ventre de Paris jusqu'au milieu des années 1970. La ville est très tôt perçue comme un lieu d'abondance, comme un paradis alimentaire, offrant à la fois des vivres bon marché pour tous et des nourritures recherchées pour les plus riches. Les élites s'y concentrent, favorisant les productions de qualité qui agrémentent leur table. Dès l'Ancien Régime, les régions du pays travaillent pour les gourmets de la capitale et fournissent spécialités culinaires et richesses gourmandes, contribuant à la réputation de la cité tout en donnant une visibilité nationale aux produits régionaux. Les manières parisiennes se répandent largement. Son mode de vie et sa sociabilité mondaine sont un idéal et une civilité et un modèle de civilisation.
Ces cafés incarnent dès le XVIIe siècle tout un art de vivre. Paris est alors déjà une capitale de l'hédonisme culinaire et des plaisirs de la table. Dans les conversations, l'on parle de cuisine de santé, de cuisine moderne, de l'évolution des recettes, de la quête perpétuelle de nouveautés. L'on se querelle sur les sauces, sur le sens artistique de la cuisine, sur son actualité. Ce bouillonnement culinaire, ce bouillonnement intellectuel est propice à l'invention du restaurant dont Paris est l'origine. Le peuple se réjouit dans les guinguettes des faubourgs, où les bourgeois viennent parfois s'encanailler et manger des matelotes de poisson. Ce qui se concocte dans les cuisines parisiennes influence les tables d'ailleurs. Les chefs sont adulés par les élites étrangères et leur réputation contribue à la notoriété de Paris. Si l'urbanisation, l'expansion commerciale, la croissance du tourisme et la demande grandissante de produits de luxe ont pu contribuer à l'émergence d'une gastronomie moderne sous l'Ancien Régime, Paris a très tôt été perçu comme un grand centre de consommation régulièrement approvisionné dont nombre d'auteurs font l'éloge. Très tôt, la ville a affirmé son centralisme alimentaire, poussant toujours plus loin son rayon d'approvisionnement en drainant de tout le pays et bien au-delà quantité d'aliments pour nourrir les Parisiens et garnir leur table. Le pari alimentaire impressionne. Les étrangers, comme l'ambassadeur vénitien André Navagero en 1528, s'en étonnent et disent, et André Navagero écrit, « Les vivres y sont bon marché et plus abondants peut-être que nulle part. Avoir tout ce qui y entre tous les matins, on dirait que cela suffirait pour 3 villes. Mais lorsque l'on pense au nombre des habitants, on s'étonne comment ils peuvent trouver suffisamment de quoi manger. » Là, à la Renaissance, on est au début du XVIe siècle, on est environ à 300 000 habitants. En 1328, précédemment, on avait 200 000 habitants. Paris a très tôt été considéré comme l'une des plus grandes villes de l'Occident médiéval. Il explique, notre témoin vénitien, que les alentours sont fertiles et riches, que la Seine et ses affluents apportent des vins, des vivres et toutes sortes de choses. Il ne faut dès lors pas s'étonner, conclut-il, de l'abondance qui règne dans Paris. Une cinquantaine d'années plus tard, un autre Vénitien, donc là on est dans les années 1570, Jérôme Lippomano, également ambassadeur vénitien, conforte ses propos. Il nous dit « Paris a en abondance tout ce qui peut être désiré. Les marchandises de tous les pays y affluent. Les vivres y sont apportés par la Seine de Normandie, d'Auvergne, de Bourgogne, de Champagne et de Picardie. Aussi, quoique la population soit innombrable, rien n'y manque, tout semble tomber du ciel. » Il évoque le marché des volailles, des lièvres, des lapins, des chevreaux et des marcassins qui se tient le mercredi et le samedi et où tout se vend à un peu plus de 2 heures. Les poissons de mer que l'on estime le plus dans la capitale sont alors la sole, le saumon, l'esturgeon qu'on pêche aux embouchures de la Loire et de la Seine, le turbot et les huîtres qu'on trouve à Paris presque toute l'année. Le brochet, la grosse lamproie et la perche pour les poissons de rivière. Les jours maigres, c'est-à-dire les jours où on ne pouvait pas manger de viande et de matière grasse animale, donc les magasins de Paris regorgent de saumon, de morue et de harengs salés qu'on apporte des Pays-Bas et des îles septentrionales en très grande abondance. Pour lui, les Français ne dépensent pour nulle autre chose aussi volontiers que pour manger et pour faire ce qu'ils appellent bonne chère. Donc on a déjà une réputation assez importante au XVIe siècle. Les témoignages des siècles suivants s'accordent également pour dire que Paris est une ville où règne l'abondance alimentaire. La capitale est le lieu de toutes les nourritures et un considérable centre de consommation. Une ville où l'on consomme dans un jour ce que d'autres villes consomment en une année, écrit Louis-Sébastien Mercier en 1783 dans son tableau de Paris. L'approvisionnement de la capitale a toujours été privilégié par les autorités, qui mirent en place, dès le Moyen Âge, un système réglementaire
facilitant l'acheminement régulier des aliments dans la ville, contribuant ainsi à créer cette abondance tant vantée. Les textes législatifs sont très nombreux. Les second et troisième volumes du traité de la police de Paris, de Paris de Nicolas de Lamare, publiés au début du XVIIIe siècle, sont ainsi principalement consacrés aux vivres. Les règlements pour l'approvisionnement de Paris contiennent les plus grands détails et ne laissent rien à désirer sur tous ces objets, écrit encore le commissaire Jean-Baptiste Charles, le maire, un mémoire consacré à la police de Paris en 1770. Toutes les provinces contribuent à l'approvisionnement de Paris et entretiennent avec la capitale un commerce continuel et considérable. De plus, la quantité des denrées qui arrivent dans la ville excède de beaucoup les besoins de la consommation parisienne. De ce fait, Paris est en même temps un entrepôt général des provinces qui s'y procurent ce qu'elles ne trouvent pas chez elles. Cet échange constant crée un lien quasi charnel entre la capitale et les régions chargées de nourrir la grande ville. La forte demande et la concentration des élites à Paris encouragent les productions de qualité et l'affirmation de spécialités culinaires et alimentaires des provinces qui, outre le débouché commercial, viennent chercher dans la capitale la reconnaissance et les honneurs. Indiquer la provenance d'un produit, c'est ainsi signifier tout un savoir-faire spécifique à la région de production, tout en donnant une garantie gustative et un gage de qualité au public parisien. La ville de Sens produit le fromage que les Parisiens honorent par-dessus tout, qui, à mon avis, en est digne et qui est servi sur les tables les plus élégantes. Je veux parler du Brie, écrit déjà le médecin Jean Brurin-Champier en 1560. Il évoque aussi la lamproie, que l'on exporte depuis Nantes jusqu'à Paris et que l'on transporte par courrier à cheval dans des récipients de bois longs et étroits. Un siècle plus tard, l'écrivain Savinien d'Alquier atteste dans Les délices de la France, 1670, la renommée des huîtres de Granville que l'on envoie à Paris et celle des bœufs que l'on engraisse pour la capitale, lesquels sont si gras et si délicats qu'on en préfère bien souvent la chair aux moutons et aux perdrix. De son côté, l'anglais Martin Lister, 1698, constate plusieurs variétés de lentilles sur les marchés parisiens. L'une vient de Bourgogne, par le canal de Briard, l'autre, plus grosse, arrive de Chartres et une troisième du Languedoc. Les boutiques parisiennes regorgent de spécialités régionales pour le plus grand bonheur des gourmets de la capitale. La construction gastronomique de Paris ne se fait pas sans les provinces du royaume et leurs spécialités culinaires et alimentaires. Tout le pays œuvre pour la capitale afin de nourrir sa population, mais aussi pour satisfaire les plaisirs gourmands des élites. Ce sont ainsi autant de produits de luxe qui servent au prestige des meilleures tables de la ville. Le gourmand parisien ne vous parle que de dinde aux truffes du Périgord, des pâtés de foie gras de Toulouse, des pâtés de thon frais de Toulon, des terrines de perdrix rouge de Nérac, des mauviettes de Pithiviers ou encore d'une hure cuite de Troyes, souligne Louis-Sébastien Mercier, là en 1788. Le gourmand ne connaît et n'estime les différentes provinces que par leurs volailles ou par leurs poissons. Il vous annonce qu'il arrive de Strasbourg une carpe de la plus belle grosseur, qu'il ira à sa rencontre à l'hôtel des Diligences et que l'on devrait doubler les postes pour amener plus vite les bartavelles des montagnes, les bécassons de Dombes et les coques vierges de Caux. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait déjà tout un système commercial qui permettait l'arrivée de ces spécialités culinaires sur la capitale. On appelle ça des messageries, en fait, des sortes de diligences qui étaient destinées seulement au transport de la nourriture et des aliments, mais aussi transport de passagers
qui n'empêchait pas d'y mettre de la nourriture. Et donc on voit bien que Paris va contribuer en fait au développement des spécialités régionales, puisque en fait ces spécialités régionales avaient une clientèle parisienne. Et donc on va développer en fait de belles traditions dans toute la France pour en fait satisfaire une clientèle de la capitale. À la veille de la Révolution française, Paris est la ville où convergent et reçoivent leur consécration toutes les richesses gourmandes du royaume, contribuant ainsi au succès de la cuisine française et à sa réputation nationale et internationale. Quand on parle de Paris, on ne parle pas seulement que d'une ville, on parle en fait de tout un pays. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est-à-dire que Paris est devenu une capitale gastronomique parce que l'ensemble du pays a œuvré pour cela. Ainsi, le pouvoir d'attraction de la capitale, sa dimension symbolique, culturelle et politique, comme son importance alimentaire et le grand nombre de bouches à nourrir, font de Paris une ville hors norme. Les métiers de l'alimentation vont s'y développer et jouer un rôle essentiel dans l'ascension de Paris comme capitale gastronomique et dans la formation du goût de la ville. En proposant une diversité de nourritures prêtes à être consommées, ces professionnels vont créer des habitudes de consommation et une longue tradition d'artisans de bouche qui s'imposeront toujours plus dans le paysage urbain. Dès le Moyen-Âge, en fait, on a des professionnels de bouche qui proposent une nourriture prête à être consommée. Des cuisiniers oyer, des rôtisseurs, des boulangers, des pâtissiers, des charcutiers. Il ne faut pas oublier que pendant des siècles, la majorité de la population, et notamment dans les grandes villes et surtout à Paris, n'avait pas la possibilité de se faire à manger à la maison. Les seuls qui disposaient d'une cuisine, donc d'un espace pour cuisiner, c'étaient les riches. Les autres, ils s'orientaient vers des spécialistes, des prestateurs de services alimentaires, on pourrait dire cela comme ça, qui cuisinaient pour une clientèle qui pouvait consommer soit dans la rue, soit à la taverne ou au cabaret, soit rentrer chez elle pour manger les plats qu'elle avait achetés. Paris est déjà une ville de la restauration bien avant l'apparition du restaurant. Dès le milieu du XVIe siècle, mais on pourrait dire dès le Moyen-Âge, les hôteliers, taverniers et cabaretiers qui proposent à boire et à manger sont en nombre. Le consommateur pouvait y trouver du pain, du vin, de la viande, bœuf, veau, mouton, porc, tant bouilli que rôti, des volailles bouillies, des poules et des pigeons rôtis, d'après des lettres patentes de 1577. Le Vénitien Jérôme Lippomano, qu'on a déjà rencontré, s'émerveille de cet art du prêt-à-manger si développé à Paris. Et une vingtaine d'années plus tard, le Suisse Thomas Platter témoigne des lieux de bouche qui pullulent dans la capitale. Ces témoins étrangers sont très importants parce qu'ils perçoivent en fait ce que les citadins ou les Parisiens eux-mêmes ne peuvent pas percevoir, tant c'est une habitude pour eux. En 1692, le livre commode des adresses de Paris d'Abraham du Pradel, appelé aussi Nicolas de Bligny, classifie des lieux de restauration selon leur importance et le prix du repas. Il y a ceux, par exemple, qui sont renommés pour les vins fins et la belle viande. Dans les différents quartiers de la ville et du faubourg, des traiteurs et des marchands de vin font des noces et tiennent de grands cabarets où il se fait de gros échos, nous dit-on. D'autres établissements proposent des repas à prix fixe dans tous les quartiers de Paris. Se trouvent également de petites auberges où on a de la soupe, de la viande, du pain, de la bière à suffisance pour 5 sols. La diversité de l'offre est déjà impressionnante à la fin du XVIIe siècle. La plupart des étrangers et des provinciaux qui viennent alors à Paris descendent dans des hôtelleries ou des hôtels garnis dans lesquels l'on pouvait pratiquement toujours manger à table d'auberge ou à table d'hôte. Au début du XVIIIe siècle, on y comptabilise une quarantaine d'hôtelleries, Hôtel Impérial, de Hambourg, de la ville de Hambourg, d'Espagne, de Nîmes, d'Anjou, d'Orléans, de Modène,
etc., etc. Certains restaurateurs, comme le sieur Rose, n'hésitent pas à nommer leur établissement, comme on le verra tout à l'heure, de maison de santé. D'après l'allemand Joachim Christoph Nemetz, les étrangers pouvaient être traités de 3 façons. Se faire livrer dans leur chambre les viandes d'un rôtisseur ou de l'hôte qui les logeait, se mettre en pension chez quelqu'un ou aller manger dans les auberges publiques. Lui préférait la nourriture livrée dans sa chambre à celle qu'il pouvait manger de compagnie à une table publique. Tout cela montre en fait la modernité alimentaire que Paris avait déjà à cette époque, à cette période. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, on a déjà une ville de la restauration. On a déjà une ville extrêmement moderne dans les manières de consommer et dans les manières de pouvoir acquérir sa nourriture. C'est dans ce contexte urbain que naît le restaurant, au milieu des années 1760, dans une capitale où il y a une longue tradition de métiers de bouche et de restauration, à une époque où le fait culinaire devient un phénomène de société, où les érudits débattent sur la cuisine depuis une bonne vingtaine d'années, et où l'on se met à parler d'une nouvelle cuisine qui se veut plus simple et plus légère. Pour le bibliothécaire Pierre-Jean-Baptiste Legrand-Dossy, auteur d'une histoire de la vie privée des Français publiée en 1782, il nous dit « Alors commença une nouvelle cuisine qui exigea une manière nouvelle de servir. On vit beaucoup de ragoûts, d'essence, de jambon, de coulis, de jus, et par conséquent beaucoup de plats friands, mais petits. La cuisine est devenue plus simple et plus naturelle, mais la mode des petits plats a continué à subsister. Cette nouvelle cuisine, que j'appelle la nouvelle cuisine des Lumières, 2 siècles avant la nouvelle cuisine des années 1970-1980, touche un public raffiné qui recherche une nourriture plus légère et plus saine, et de nouveaux espaces de sociabilité et de convivialité. Les premiers restaurateurs, qui apparaissent comme une nouvelle profession, répondent en fait à cette attente en proposant des mets qui contribuent à conserver ou rétablir la santé du client, comme ces excellents consommés ou restaurants que l'on pouvait venir déguster dans leur établissement à toute heure, dans une vaisselle en faïence blanche ornée d'un réseau d'or. Le mot restaurant désigne à l'origine un bouillon de santé, une sorte de remède qui avait la vertu de réparer les forces perdues d'un malade ou d'un homme fatigué, explique un dictionnaire de la fin du XVIIe siècle. En fait, le mot restaurant vient du mot latin restaurare, qui veut dire restaurer le corps humain. Donc en fait, les premiers établissements, les premiers restaurateurs, puisqu'ils se sont d'abord appelés restaurateurs, avant que leur établissement ne prenne le nom de restaurant, proposaient un bouillon pour réconforter en fait, ou pour, réconforter la clientèle qui venait consommer chez eux. Donc on voit bien que les premiers restaurants arrivent dans une capitale où il y a déjà une forte concurrence de professionnels de bouche. On y propose dans ces établissements des mets plus consistants, chapon gros sel, crème de riz et de gruau de Bretagne, macaroni, compote, confiture fine, etc. Les lieux étaient élégants et l'on pouvait y aller sans blesser la délicatesse pour y prendre son consommé, comme on va dans les cafés prendre sa bavaroise et y jouir des agréments de la société. Alors, ces restaurateurs ouvraient des salles spécifiquement réservées aux dames. Donc on parle de cette fameuse possibilité pour les dames d'aller dans un restaurant plutôt que d'aller dans une taverne où là, elles seraient considérées comme une dame, plutôt une courtisane. On peut dire ça comme ça. Alors, ces établissements vont d'une certaine façon surfer sur l'idée de cette nouvelle cuisine, ce discours de la nouvelle cuisine des années 1730-1740. Ils arrivent dans une capitale où les Parisiens ont déjà l'habitude de consommer hors de chez eux. Ils ont déjà l'habitude d'aller dans des établissements de restauration. Donc, tout compte fait, ouvrir un établissement qui va s'appeler
restaurants et proposer une nouvelle formule, ça n'étonne pas les Parisiens, mais surtout, ça va rencontrer un très grand succès. La formule, très vite, rencontre le succès. Dès 1767, Denis Diderot témoigne de son plaisir d'aller manger chez le restaurateur. Et une quinzaine d'années plus tard, le grand Dossi écrit que la nouveauté, la mode et peut-être même leur cherté les accréditèrent, car telle personne qui n'eût point osé s'asseoir à une table d'hôte pour y dîner, allait sans honte dîner chez un restaurateur. Les premiers restaurateurs ont-ils imaginé ou avaient-ils imaginé le succès qu'allait rencontrer leur établissement dans la capitale, puis en France et enfin un peu partout dans le monde? Il n'aurait pu ne jamais exister ou n'être qu'un épiphénomène, ce restaurant ou ces restaurateurs. Le restaurant va pourtant devenir une véritable institution jusqu'à pratiquement faire oublier tout ce qui l'a précédé. Les restaurateurs vont s'imposer dans le paysage parisien, élargir leur gamme de plats et créer le restaurant gastronomique. Alors, la petite histoire a souvent dit que le restaurant avait été créé avec la Révolution française en 1789. C'est totalement faux, puisque là, je viens de vous dire que les premiers restaurants et les premiers restaurateurs apparaissent au milieu des années 1760. Voilà. Alors, c'est ainsi que se sont successivement établis les Méo, les Robert, les Rose, les Véry, les Léda, les Brigot, les Legac, les Beauvilliers, les Naudet, les Hédon, etc., écrit le gastronome Crimaud de la Reynière dans son Almanach des gourmands en 1803. Des restaurateurs de renom de cette époque, donc de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, qui font briller la capitale française et qui désormais donnent le ton du goût culinaire et de la gastronomie. Sous le Premier Empire, la réputation des restaurants de Paris est si grande qu'ils firent en Europe, pour notre cuisine, ce que les XVIIe et XVIIIe siècles avaient fait pour notre littérature. Ils la rendirent universelle, raconte le journaliste Eugène Briffaut dans un ouvrage qui s'appelle « Paris à table », publié en 1846. Peut-être qu'on a oublié aujourd'hui l'importance de ces restaurants et l'importance de cette création dans la capitale française. C'est une véritable révolution. Aujourd'hui, quand vous promenez dans le monde entier, vous avez le mot restaurant un peu partout. Il s'est diffusé dans le monde entier. Ça montre aussi, à ce moment-là, à cette époque, comment la cuisine française et la gastronomie française avaient du succès à l'étranger. Les touristes du monde entier viennent les découvrir, notamment ceux du Palais Royal et de ses alentours, où se concentrent longtemps, en fait, les établissements de la haute restauration. Je vous ne ferai pas l'éloge de la cuisine de Véry. Sa réputation a dû parvenir jusqu'à vous. Elle est justifiée, écrit l'Allemand Johann Friedrich Richard dans une correspondance de mars 1803. Dans sa lettre, dans sa correspondance, il écrit à une correspondante allemande qui n'est jamais venue en France et à Paris, et il lui dit que le restaurant Véry, ce n'est pas la peine de vous le décrire parce qu'il est connu en Allemagne. Donc les restaurants de Paris, et notamment les grands établissements parisiens, dès la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, vont avoir une telle renommée que ça va rejaillir dans les autres capitales européennes. Un bon déjeuner chez Véry nous donna la force et la gaieté nécessaires pour jouir de tout ce que notre curiosité était avide de voir. Nous dînâmes chez les frères Provençaux et fûmes le soir au vaudeville, relate dans ses mémoires le baron russe de Lowenstern une bonne dizaine d'années plus tard. On a plein de témoignages comme ça, de nombreux mémoires de voyageurs, de conquérants aussi, ou de touristes qui sont venus à Paris et qui nous parlent de ces restaurants. Là, vous avez un exemple de le salon du restaurant des Trois Frères Provençaux dans les années 1840. On peut voir que déjà les salons des restaurants étaient des salons extrêmement élégants, avec une clientèle extrêmement sophistiquée. On a aussi là un menu des Trois Frères Provençaux, un menu du 19e siècle, pour vous montrer un menu carte, pourrait-on dire,
pour vous montrer comment on présentait en fait les plats à cette époque. Une des grandes nouveautés en fait des restaurants, c'est de présenter ces cartes et ces menus en indiquant à la fois bien sûr le choix des plats, mais en indiquant aussi le prix. Donc le client qui rentre dans cet établissement déjà peut avoir une idée de ce qu'il peut manger, puisque ça, c'est une sorte d'affiche qui est placardée à l'extérieur ou sous une vitrine pour que le client puisse voir ce qu'il pourrait consommer dans l'établissement. Et à l'intérieur, il pourra aussi choisir avec d'autres supports pour préparer son repas. Donc on a là de grands noms à cette époque. J'en ai déjà cité quelques-uns. Les frères Véry, qui avaient 2 établissements, un au Palais Royal et l'autre aux Tuileries, qui va disparaître. Les 3 frères Provençaux, qui n'étaient pas frères, mais qui étaient au moins 3 Provençaux. Et cet établissement va avoir une réputation, en gros, pendant près d'1 siècle. Il va exister pendant près d'1 siècle. Et cette clientèle étrangère qui arrivait sur la capitale, tous venaient apprécier en fait la qualité de la cuisine, l'élégance du service de la table et le décorum du lieu. Des salons brillants, je vous remonte, des salons brillants où tout est arrangé pour le plaisir des yeux, ces tables de granit, ces candélabres en bronze doré, ces vases de fleurs que multiplient en les réfléchissant des panneaux de glace, et ces vases de fleurs aussi que multiplient en les réfléchissant des panneaux de glace dont les murs sont couverts, commence un enchantement que l'art du cuisinier soutient pendant tout le repas. Et ça, c'est un témoin de l'époque qui nous explique, c'est Étienne de Jouy dans ses observations des mœurs parisiennes en 1813. La décoration des restaurants va d'abord s'appuyer un peu sur la décoration des grands cafés parisiens, avec ce jeu de miroir qui permet ou qui donne l'impression d'une salle immense. Et puis des colonnes, des lustres, et, comme le dit notre témoin, des bronzes dorés et des vases de fleurs. Le restaurant est aussi perçu comme une institution moderne, car on pouvait y prendre un repas à l'heure que l'on souhaitait, choisir son menu, définir à l'avance la somme à débourser, en lisant la carte présentant un choix de plats et de boissons tarifés. Décider d'un repas consistant ou non, de l'arroser des meilleurs vins français ou étrangers, l'aromatiser au moka et le parfumer des liqueurs et des 2 mondes. Dès la fin du XVIIIe siècle, et le restaurant va se démarquer des autres établissements par ses horaires d'ouverture. En hiver, il est ouvert jusqu'à 23 h, en été jusqu'à minuit. C'est assez exceptionnel dans un Paris du XVIIIe siècle où l'éclairage n'est pas encore aussi efficace que le nôtre. Pour le gastronome Jean-Anselme Brillat-Savarin, le salon d'un restaurateur est l'Éden des gourmands. Vous voyez, donc ça va très loin. Pour Brillat-Savarin, le salon d'un restaurateur est en fait le paradis des gourmands. Le restaurant n'aurait pu rester qu'un phénomène de mode parisien, mais ce serait oublier en fait l'importance culturelle de Paris et son aura gastronomique. L'établissement va devenir le nouveau lieu de la créativité culinaire et conforter la réputation de la cuisine et de la gastronomie française. Le nom et la formule vont en effet se diffuser dans le monde entier et contribuer à exporter les savoir-faire et l'art de la table à la française. Donc on voit bien, c'est important, cette révolution de l'invention du restaurant à Paris, qui ensuite va se diffuser dans toutes les grandes villes du pays, et puis dans toutes les grandes capitales d'Europe, et puis dans le monde. Va se diffuser notamment parce que les cuisiniers français travaillent beaucoup à l'extérieur du pays, à l'étranger, et sont demandés par toute l'élite européenne et occidentale, voire au-delà. Mais la réussite des grands établissements n'explique pas à elle seule le succès des restaurants. Si il n'y avait eu que quelques grands établissements renommés, peut-être, mais on ne refait pas l'histoire, peut-être que ces établissements n'auraient concerné qu'une petite catégorie de la population. Mais quand on voit aujourd'hui comment le restaurant imprègne la société française, comment chacun d'entre nous, on va au restaurant et on prend plaisir à aller au restaurant, c'est qu'il y a eu quelque chose en plus. Les restaurateurs ont rapidement diversifié leur offre pour satisfaire un public moins fortuné et s'adresser à pratiquement toutes les couches de la société.
très très vite, en fait, chacun va pouvoir trouver son restaurant. Les restaurants ont rendu un service signalé à cette partie intéressante de la population de toute grande ville qui se compose des étrangers, des militaires et des employés, en leur offrant de faire bonne chère et cependant à prix modéré et même à bon marché, écrit Brillat-Savarin dans sa Physiologie du goût 1826. Cette catégorie d'établissements présente en fait des menus à prix fixe où le consommateur trouve un repas complet selon les moyens financiers dont il dispose. Chacun a ainsi son restaurant à sa convenance. On y allait comme aujourd'hui, par nécessité, par commodité, ou tout simplement pour le plaisir d'y manger une bonne cuisine. Donc on voit bien que cette démocratisation du restaurant va contribuer à son succès au sein de toute la société, quel que soit le groupe social auquel on appartient. Et on peut dire très clairement, dès le XIXe siècle, à chacun son restaurant. Celui qui en a la possibilité va dans un très grand restaurant. Celui qui travaille toute la journée à Paris et qui n'a pas le temps de rentrer chez lui parce qu'il habite un peu en banlieue ou en dehors de la capitale, restera sur place pour manger dans un restaurant, plutôt un menu simple et à un prix raisonnable, etc. etc. D'autres catégories de restaurants vont aussi voir le jour dans le courant du XIXe siècle. Le bouillon en est le plus emblématique. Ce fameux bouillon qui aujourd'hui revient à la mode à Paris et je crois dans beaucoup de grandes villes du pays. Pour les guides touristiques de l'époque, il fait partie du paysage culinaire parisien. Nous devons mentionner encore toute une classe d'établissements récemment organisés et très fréquentés aujourd'hui, à savoir les établissements de bouillon, écrit Adolphe Johann en 1867 dans un guide sur Paris. Tout commence en effet avec le boucher Baptiste Adolphe Duval, qui tenait une boucherie réputée place Coquillière. Sa clientèle préférait les beaux morceaux, les hauts morceaux comme on dit en boucherie. Et donc, comme il lui restait les bas morceaux, il décide d'ouvrir en 1854, rue de la Monnaie, un établissement qui va s'appeler Bouillon pour y proposer la basse viande qu'il ne vendait pas dans sa boutique. Donc une basse viande cuisinée. Le mode de portionnement, le bon marché, la propreté exquise et la qualité tout à fait exceptionnelle des viandes mises en consommation assurèrent le succès de cette maison. Une clientèle nombreuse s'y porta, on fit queue à la porte, à la grande stupéfaction des traiteurs des environs, témoigne un contemporain. Sans le savoir encore, le boucher venait de créer une nouvelle catégorie de restaurants qui allait rencontrer un très très grand succès et qui allait faire sa richesse. Donc Duval va créer en fait une diversité d'établissements à partir du succès de son premier établissement. Il va en ouvrir beaucoup à Paris et puis beaucoup d'autres dans les grandes villes du pays, notamment à Lyon, à Bordeaux, etc. Il va créer en fait la première chaîne de restauration, puisqu'il va créer sa centrale d'achat, il va avoir plusieurs boucheries, il va avoir sa lingerie, sa propre boulangerie, etc., etc., pour bien sûr tirer au maximum le prix de vente de cette cuisine qu'il propose. Donc là, bien sûr, on s'adresse à une clientèle beaucoup plus populaire. Mais quand on regarde cette gravure, un bouillon Duval vers les années 1880-1885, on voit quand même que l'espace est quand même assez sophistiqué malgré tout. Et puis, les servantes vont avoir une tenue particulière et vont devenir l'emblème, d'une certaine façon, des bouillons de cette époque, puisqu'elles avaient un tablier blanc, elles avaient quelque chose sur la tête, et elles avaient aussi une sorte de robe ou de tenue noire. Paris devient la ville où l'on dîne le plus au restaurant. L'on peut y faire la meilleure chère quand on ne regarde pas à la dépense, et l'on peut le mieux s'y nourrir à prix très modéré, explique un almanach de 1867.
Cette diversité d'établissements s'adressant à un large public fera la pérennité du restaurant. En quelques décennies, celui-ci devient un véritable phénomène de société, s'inscrivant en profondeur dans la culture française, tout en contribuant au rayonnement international de sa cuisine et de sa gastronomie. On voit bien que le restaurant est une révolution et un réel tournant dans l'histoire de la cuisine et de la gastronomie française et dans l'histoire du Paris gastronomique. Avec le XIXe siècle, Paris conforte son aura gastronomique et son statut de ville gourmande. Deux facteurs vont contribuer à cette évolution. Le premier est le succès du restaurant parisien, comme nous venons de le voir. Le second facteur est l'affirmation d'une littérature gourmande dans sa forme moderne. Joseph Berchoux popularise le mot gastronomie dans un poème de 1801. Alexandre Balthazar Laurent Grimaud de la Reynière lui donne l'élan en publiant son almanach des gourmands en 1803, le genre nouveau de la chronique gastronomique. On reparlera de l'almanach des gourmands un peu plus tard. Jean-Anselme Brillat-Savarin pérennise le mouvement en publiant La physiologie du goût en 1826, qui ambitionne de donner une définition scientifique de la gastronomie, la connaissance raisonnée de tout ce qui se rapporte à l'homme en tant qu'il se nourrit. Rappelons que la gastronomie est d'abord un discours sur le boire et le manger, puis l'art de la bonne chère et moins une pratique culinaire. Dans une de ses lettres rédigées sous le consulat, là on est en 1802-1803, l'allemand Johann Friedrich Reichardt écrit « Vous ne vous étonnerez pas que, dans une capitale où se vulgarise le talent du bien boire, où le luxe de la table extravagant semble la préoccupation essentielle de la vanité des nouveaux riches, une littérature gastronomique ait surgi. » Donc là aussi, Paris innove avec cette nouvelle littérature gastronomique. Notre auteur se réfère à des ouvrages dont on parlait beaucoup dans les cercles parisiens lorsqu'il séjourna dans la capitale, dont La gastronomie ou L'homme des champs à table, publié en 1801, un poème didactique en 4 chants rédigé par Joseph Berchoux. Le premier chant est une histoire abrégée de la cuisine des anciens. Les 3 suivants représentent chacun le service d'un grand repas. Devant le succès de l'ouvrage, une nouvelle édition paraît en 1803, augmentée de nouveaux textes. Il dit « J'ai consulté les meilleurs cuisiniers, les artistes les plus distingués, j'ai dîné chez Véry, chez Rose, chez les trois frères Provençaux et autres, avec des amateurs et des beaux esprits qui m'ont aidé de leur lumière et avec qui je me suis enivré pour me perfectionner dans mon art. » Affirmant sa volonté de mieux connaître la pratique gastronomique, le poème sera par la suite régulièrement publié puis traduit dans de très nombreuses langues. Notre témoin allemand évoque aussi l'almanach des gourmands de Grimaud de la Reynière, sorti en 1803 et qui rencontre un très grand succès. Après l'avertissement de l'éditeur, l'ouvrage s'ouvre sur un calendrier nutritif qui suit les 12 mois de l'année, se poursuit avec la promenade d'un gourmand dans divers quartiers de Paris, puis se termine par des variations nutritives faites de maximes, de réflexions, d'anecdotes et de folies gourmandes. L'almanach de Grimaud de la Reynière est une source incontournable pour pénétrer le cœur gastronomique post-révolutionnaire de la capitale et découvrir le Paris gourmand du consulat et du Premier Empire. C'est en effet une sorte de guide pratique qui offre le palmarès des meilleures adresses de la capitale. L'auteur nous mène en effet au plus près d'une réalité historique, celle des denrées que l'on vendait dans la capitale, des enseignes gourmandes qui proposaient des produits de première qualité, des artisans de bouche réputés dans leur spécialité, des restaurants les plus renommés du moment. D'autres volumes vont être édités jusqu'en 1812. Les almanachs des gourmands sont un véritable succès. Outre la série des almanachs des gourmands, Grimaud de la Reynière publie chaque mois, depuis janvier 1806,
et durant 2 ans, le journal des gourmands et des belles ou l'épicurien français. La revue s'occupe du choix et de la nature d'aimer, des innovations dans l'art de bien vivre, de l'identification des meilleurs restaurateurs, marchands de comestibles, pâtissiers, confiseurs, de la qualité des vins et des crus qui les produisent. Elle offre à ses lecteurs des contes, des historiettes, des couplets, des chansons, des anecdotes, le tout de fraîche date, évoque les principaux théâtres quand l'occasion s'en présente, célèbre les femmes en général, leurs vertus, leurs caprices, puis indique le moyen de ne pas mourir des indigestions, des plaisirs de la bonne chère. À partir de 1808, le journal des gourmands et des belles devient l'épicurien français ou les dîners du caveau moderne. La même année, Grimaud-Lareynière publie aussi un autre ouvrage, son Manuel des Amphitryon, qui est une sorte de code des bonnes manières et des usages à table, afin d'aider dans l'exercice de leurs fonctions gourmandes les nouveaux riches issus de la Révolution française. Car la science gastronomique est devenue à la mode. Elle a passé des cuisines et des boutiques dans les salons, dans les bibliothèques, jusque sur les théâtres ou dans les pièces de théâtre. Là encore, c'est Paris qui donne le ton gastronomique. C'est vraiment, au XIXe siècle, on parle de gastronomie partout. Dans tous les cercles intellectuels, chez tous les érudits, on a des pièces de théâtre sur le sujet, on a des ouvrages qui sortent sur le sujet. La capitale devient vraiment le lieu du discours gastronomique. Brillat-Savarin est l'autre grand personnage de la gastronomie. C'est le professeur qui apporte son érudition sur les sujets de cuisine et de table. Une façon d'enseigner la culture gastronomique aux futurs convives. Une volonté didactique que l'on retrouve dans la physiologie du goût, son ouvrage que je vous ai plusieurs fois présenté, qui est toujours édité aujourd'hui, qui a été traduit dans de très nombreuses langues. J'ai réveillé l'attention en rendant claires et populaires certaines connaissances que les savants semblaient s'être réservées, écrit-il dans sa préface. Il se nomme professeur, s'adresse aux gastronomes parisiens et présente 20 aphorismes pour servir de prolégomène à son ouvrage et de base éternelle à la science, dont le bien connu « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Le livre, qui est régulièrement réédité jusqu'à nos jours, comme je vous l'ai précisé, et qui a été traduit dans de très nombreuses langues, va jouer un rôle déterminant dans la transmission du discours gastronomique. Pour Brillat-Savarin, les connaissances gastronomiques sont nécessaires à tous les hommes, puisqu'elles tendent à augmenter la somme de plaisir qui leur est destinée. Au-delà des savoirs savants sur le sens, le goût, l'appétit, la diète, l'obésité, la digestion, la soif, la gastronomie, la gourmandise et bien d'autres sujets abordés dans les 30 méditations qui composent son livre, l'auteur évoque bien souvent ses propres souvenirs et ses observations sur l'évolution alimentaire de son époque, notamment à Paris, où il a passé une bonne partie de sa vie. Les romanciers naturalistes contribuent aussi à la gloire gastronomique de la capitale française, avec, dans leurs écrits, nombre de scènes qui se déroulent dans les grands restaurants de la ville. Le Café Riche, dans La Curée de Zola, ou Bel Ami de Maupassant, le Café Anglais et Foyot, dans Pot-Bouille de Zola, le Véfour, dans Froment Jeune et Riesler, Aîné, d'Alphonse Daudet, et bien d'autres établissements prestigieux, notamment le Cadran Bleu, les Trois Frères Provençaux et le Rocher de Cancale dans la Comédie humaine de Balzac. La gastronomie est abondamment représentée dans les romans de l'époque, l'action se situant à Paris. Des auteurs comme Balzac, Flaubert, Zola, Maupassant appartiennent à cette société gourmande et se font parfois écrivains gourmands, tout comme plusieurs gastronomes se font romanciers. Dans leurs œuvres, le discours gastronomique trouve pleinement sa place, valorisant à la fois la cuisine française comme patrimoine national et Paris comme capitale de la gastronomie. Ces auteurs, qui ont une réputation aussi mondiale, avec leurs ouvrages qui seront traduits, vont d'une certaine façon, là aussi, contribuer à la réputation de Paris,
puisque bien souvent leur histoire se passe dans cette capitale du XIXe siècle et que le restaurant est bien souvent le lieu des intrigues et le lieu de la sociabilité parisienne et de la convivialité parisienne. Donc on voit comment cette réputation, cette renommée de cette ville s'est construite au travers de différentes manières, différentes facettes, différentes voies, différents chemins. Et tout cela va converger et donner cette capitale que l'on connaît aujourd'hui. N'oublions pas aussi que Paris, à cette époque, est la capitale de la mode et la capitale des arts. La ville attire des artistes et des écrivains de partout qui apprécient les plaisirs gourmands qu'elle offre. 5 expositions universelles s'y tiennent entre 1855 et 1900 qui attirent des millions de visiteurs de France et du monde entier. Ce qui conforte l'aura gastronomique de la capitale avec ses innombrables restaurants, cafés et boutiques de bouche. C'est d'ailleurs à cette époque qu'apparaissent des adresses mythiques. Là, on est à la Belle Époque, à la fin du XIXe siècle, comme par exemple la Tour d'Argent, Maxime ou l'Hôtel Ritz. Dans son livre « Paris est une fête », Ernest Hemingway se souvient des années 1920, qu'il passa dans la capitale française avec sa femme. Ils ont alors peu de moyens et vivent une vie de bohème. Je cite, « Nous mangions bien et pour pas cher. Nous buvions et pour pas cher. Ils pouvaient néanmoins se sentir affamés quand ils ne se nourrissaient pas assez, face à des devantures de boulangerie étalant de si bonnes choses, dit-il. Et lorsque les gens étaient attablés dehors, sur le trottoir, de sorte que vous étiez poursuivis par la vue ou le fumet de la nourriture. Les cafés y sont accueillants. L'un d'eux, place Saint-Michel, est plaisant, propre et chaud et hospitalier. Hemingway prend un café au lait, un rhum St. James de Martinique et plus tard une douzaine d'huîtres et une demi-carafe de vin blanc sec. Il fréquente aussi les cafés du quartier Montparnasse, plus particulièrement la Closerie des Lilas, l'un des meilleurs cafés de Paris, selon lui. Il déguste de délicieuses fritures de goujon dans l'île Saint-Louis. Et quand il a assez d'argent, il va avec sa femme chez Prunier, un établissement qui est réputé pour ses poissons et ses fruits de mer, pour y manger des huîtres et du crabe à la mexicaine avec quelques verres de Sancerre. Voyez. Ils prennent également un merveilleux repas chez Michaud, un restaurant coûteux, et un déjeuner dans le meilleur restaurant et le plus cher du quartier latin. Des huîtres, de somptueuses marraines plates, légèrement cuivrées, avec une bouteille de Pouilly Fuissé, des tourneaux d'eau béarnaise, des pommes frites, avec un château neuf du pape. Hemingway, comme bien d'autres écrivains, a parfaitement compris l'importance de la nourriture, des cafés et des restaurants dans la vie et la sociabilité parisienne. Cela aussi, ça contribue au succès de Paris, puisqu'Hemingway est un auteur connu dans le monde entier. Et bien sûr, forcément, ceux qui lisent en fait son roman, le Paris est une fête, quand ils viennent à Paris, ont envie de revoir ces adresses où il a été boire, manger et où il a pris du plaisir à table. Le cosmopolitisme de la capitale française contribue aussi à son rayonnement gastronomique. En 1914, Paris a ainsi 3 fois plus d'étrangers qu'à Londres, Berlin ou Vienne. Toutes les provinces du pays se retrouvent également dans la population parisienne. Dans l'entre-deux-guerres, par exemple, avec une part croissante de la Bretagne, du Nord et du Midi de la France. C'est dire la puissance attractive de Paris. Paris est alors la capitale d'un vaste empire que l'on célèbre le 6 mai 1931 en inaugurant l'exposition coloniale internationale et des pays d'outre-mer qui attire en 6 mois 8 millions de visiteurs, dont 3 millions de provinciaux et 1 million d'étrangers. On voit bien comment Paris est une ville internationale et une ville cosmopolite. La capitale française a le goût des cuisines étrangères. Elle a d'ailleurs toujours été ouverte aux influences du monde. Dès le XIXe siècle, les guides invitent à découvrir les saveurs d'ailleurs en indiquant des adresses de restaurants.
Les expositions universelles où sont installés des restaurants de cuisines étrangères sont souvent des lieux de découverte culinaire pour le public qui tente l'aventure gustative. Paris est la ville universelle. Un Anglais, un Américain, un Turc, un Espagnol, un Allemand peut y vivre presque comme chez lui. Il y trouve sa cuisine et ses boissons nationales, annonce à ses lecteurs un guide de 1900 dans la partie consacrée aux restaurants exotiques. Cela veut dire aussi que Paris n'appartient pas seulement aux Parisiens et aux Français, il est international, chacun pouvant y trouver un peu de son chez-soi, sans pour autant, bien sûr, renier la vie et la culture parisienne, le charme de la ville et tout ce qui fait son succès, notamment les cafés, les restaurants et les plaisirs de la table. Les restaurants exotiques et étrangers, comme disent les guides de l'époque, confortent un cosmopolitisme déjà bien ancré dans la capitale française. L'idée de pouvoir manger des plats d'ailleurs tout en restant en ville séduit. On peut déguster sans quitter Paris toutes les cuisines du monde, soulignent les gastronomes Kurnonski et Marcel Rouff dans la France gastronomique de 1921. En donnant quelques adresses d'établissements russes, suisses, israélites, chinois, indiens, italiens, espagnols, britanniques. Dès le XIXe siècle et aussi dans cette première partie du XXe siècle, on peut vraiment s'installer dans une diversité de restaurants internationaux et découvrir des cuisines étrangères sans être obligé d'aller dans ces pays. Les deux auteurs, donc Kurnonski et Marcel Rouff, attirent particulièrement l'attention des lecteurs sur la cuisine chinoise, qu'ils considèrent comme la plus grande avec la française. Vantant les poulets aux amandes, les pousses de bambou, les racines d'iris, les manières variées d'accommoder le porc, des pâtisseries, des alcools de riz et des sauces de haricots fermentés du restaurant chinois du 11 bis rue des Carmes. Mais Paris est aussi la capitale des cuisines régionales. Rappelons que la valorisation des cuisines régionales se fait au travers de la capitale qui transcende les provinces. Elle est le lieu fondateur de l'unité de la France et l'expression de la consécration du national. L'engouement pour la cuisine des provinces se confirme au Salon d'automne de 1923 au Grand Palais à Paris avec la mise en place d'une section gastronomique régionaliste. Pour Austin de Crozes, qui en est l'initiateur, la plus belle caractéristique de la cuisine française est d'être excellemment régionale et l'ensemble constitue un tout homogène, protéiforme et parfait. Chefs, cordon bleu de 13 régions sont acclamés au Grand Palais. Le salon offrait en effet une belle opportunité pour promouvoir la cuisine régionale et le tourisme culinaire. D'ailleurs, les restaurants régionalistes pullulent à Paris à ce moment-là. Ils ont poussé comme des champignons dans la capitale et autour d'elle, écrit Gabriel Dumont-Lépine, rédacteur en chef de la revue Culina en 1928. Des établissements traitent les mets d'une seule province, d'autres consacrent une journée à la cuisine d'une région. C'est le cas de la rôtisserie périgourdine qui ouvre en 1925, 2 place Saint-Michel, au cœur du quartier latin, sous la direction des frères Rousier, et qui va devenir une adresse célèbre de renommée mondiale. La cuisine régionale y est à l'honneur, et celle du Périgord en particulier. Gratin périgourdin fait d'un émincé de cèpe frais et crème fraîche, de lame de truffe, le tout recouvert d'une pâte feuilletée et mis au four, brochet farci, lièvre à la royale, coque en pâte, truffes sous la cendre, etc. L'établissement s'agrandit et s'embellit d'année en année, présentant les plats locaux les plus savoureux de toute la France. Les menus sont exécutés pour une durée de 5 mois, puis renouvelés. En 1934, le guide Michelin accorde 2 étoiles à l'établissement, consacrant ainsi l'excellence de sa cuisine. En fait, chaque journée représentait une cuisine régionale. Par exemple, je donne un exemple au hasard, le lundi était la journée lyonnaise, le mardi, la journée aquitaine, etc. Le mercredi, la journée alsacienne. Et puis bien sûr, avec une prédominance un peu périgourdine, puisque les restaurateurs qui tenaient cet établissement avaient une origine périgourdine. D'autres établissements se consacrent
à une région plus spécifique. Par exemple, la cuisine provençale est à la Méditerranée, un restaurant qui s'appelle la Méditerranée, place de l'Odéon, avec ses loups grillés aux fenouilles, ses crustacés et sa bouillabaisse appréciée des artistes, Cocteau et Picasso en tête. La cuisine alsacienne est bien en place à Paris. Je ne donnerai qu'une seule adresse, la Cigogne et son guide, ou la Cigogne, oui, la Cigogne par exemple, 17 rue du Faux, selon données par le guide Où déjeunons-nous de 1932. Voilà, excellente maison, nous dit-on, qui obtient une étoile au guide Michelin en 1934. Truite en gelée, perdreau à la Ribeauvillé, crêpes flambées au kirsch. À ma Normandie, 35 rue de Maubeuge, on trouve une très bonne cuisine avec la sole normande, la truite à la crème, le poulet Vallée d'Auge. Nous ne pouvons bien sûr citer toutes les tables régionales de Paris. Il y en a à chaque coin de la ville. Et toutes les provinces y ont des haltes gastronomiques. Après la Seconde Guerre mondiale, puisque là, je ne parle pas des moments difficiles de la capitale, mais Paris, comme tout le reste du pays, va subir la guerre et l'occupation. Donc, après la Seconde Guerre mondiale et l'occupation, la vie gourmande reprend ses droits progressivement et Paris retrouve son universalisme culinaire et sa splendeur gastronomique. Dans les années 1950, la capitale concentre ainsi le plus grand nombre d'étoilés Michelin du pays. Un bon tiers des restaurants 3 et 2 étoiles y sont installés et plus de 10% des établissements à une étoile. Selon un guide gastronomique de 1953, la diversité des tables parisiennes, grandes et petites, luxueuses et modestes, la science de nos chefs, maîtres et cordons bleus, la variété et la richesse des produits de la mer et de la terre font de Paris la capitale gourmande des provinces de France. Dans le Paris des années 50, l'on peut toujours faire le tour de France des tables régionales. La capitale, qui est un concentré des cuisines du pays, valorise les produits du terroir, met en avant la diversité des identités culinaires qui, en retour, contribuent à son rayonnement. Paris regorge d'établissements aussi qui fleurent bon la gastronomie française, comme chez Mercier, au 13 rue Lincoln, dans le 8e arrondissement. 8e arrondissement et qui a une étoile au guide Michelin. C'est une bonne adresse depuis au moins les années 1930, appréciée d'une clientèle d'habitués qui venaient y manger une cuisine plutôt bourgeoise. La continuité culinaire de la maison fait son succès jusqu'à sa fermeture au début des années 1970. En fait, à Paris, il y a une diversité d'établissements. Si dans les années 50, les années 60, c'est encore une capitale avec une forte proportion de restaurants régionalistes, il y a aussi ce que j'appelle ces établissements où fleure bon la gastronomie française, qui n'ont pas forcément une spécialité régionale, mais qui proposent cette gastronomie, cette cuisine à la Escoffier, à la Auguste Escoffier, que beaucoup d'entre vous ont dû connaître donc il y a quelques décennies. Et j'ai étudié les menus de chez Mercier pour écrire et rédiger un article des années 1930 jusqu'aux années 1970 et on voit très bien l'évolution de la cuisine à ce moment-là, l'importance du goût sucré, du dessert qui apparaît, l'importance aussi et l'influence qui commence à apparaître surtout dans les années 70 de la cuisine du sud de la France en fait, le beurre qui va commencer progressivement à diminuer au profit de l'huile d'olive et bien autre chose. Et puis, dans les années 50, il y avait la grande tradition des hors-d'œuvre. Ce qu'on a perdu aujourd'hui, cette tradition des petits ramequins, des petits raviers, où on mettait une diversité d'hors-d'œuvre. Et le public adorait ça, en fait, avec un choix varié de crudités. Dans les années 70, la cuisine commence à évoluer de nouveau. Alors que Paris est longtemps resté dans une sorte de conformisme culinaire, le renouvellement des cartes des restaurants se fait désormais plus pressant, avec l'arrivée d'une nouvelle cuisine, je pourrais dire une nouvelle cuisine, qui est d'abord un fait parisien avant de devenir un phénomène national puis international. Et là, c'est toute la capitale culinaire qui bouge. Chaque année, à la rentrée,
un déferlement de nouveaux restaurants transforme la vie parisienne. De nouvelles adresses qui charrient un sang nouveau et prouvent que Paris se porte bien, annonce le magazine Le Nouveau Guide Goemio en octobre 1971. Le Paris culinaire des années 70 est de plus en plus cosmopolite, de plus en plus international. Il est inventif et créatif et va jouer un rôle moteur dans le succès de la nouvelle cuisine. Le prestige de la restauration parisienne s'en trouve ravivé et Paris est plus que jamais le creuset gastronomique du monde. En quelques années, le paysage culinaire de la capitale change. On va passer d'une capitale régionaliste, on pouvait dire comme ça, une capitale qui mettait en avant en fait les cuisines ou les spécialités régionales, à une capitale qui va d'un seul coup devenir avant-gardiste, innovante, créative et qui va de nouveau être regardée par le monde entier. C'est une révolution, écrit le New York Times le 6 avril 1972. Une révolution menée par un petit nombre de jeunes chefs qui fait d'un dîner à Paris un voyage de découverte à quelques heures de New York en avion. N'oublions pas qu'à l'époque, il y a le Concorde. Et le Concorde permettait de faire New York-Paris assez rapidement. Alors, a priori, certains se déplaçaient spécifiquement pour aller dans des restaurants parisiens. 6 ans plus tard, la ville concentre le plus grand nombre de restaurants de la nouvelle cuisine. C'est dire sa prépondérance dans cette révolution gastronomique. Paris est un vaste atelier d'artistes culinaires où s'expriment la liberté, la créativité, la nouveauté, l'audace et la folie. Paris donne le ton de la mode, consacre les nouveaux talents, tout en continuant à rayonner. Il est alors à la pointe de l'avant-gardisme culinaire. On voit bien comment, dans ce courant du XXe siècle, comment Paris s'est transformé avec l'affirmation des cuisines régionales dans les années 20, les années 30 et puis les années 50, et d'un seul coup, avec les années 60-70, l'émergence et l'affirmation de nouvelles cuisines qui va révolutionner en fait la cuisine française, et j'aurais tendance à dire révolutionner la cuisine dans le monde entier. Pour conclure, où en est le Paris culinaire et gastronomique des années 2000 ? En fait, contrairement à ce qui est parfois dit, et notamment par des journalistes étrangers, notamment anglo-saxons et américains, le Paris gastronomique se porte très très bien. Le nombre des commerces d'alimentation spécialisés est en hausse. Boutiques de produits biologiques, pâtisseries, cavistes, salons de thé, magasins de produits régionaux, chocolatiers, etc. Depuis 2003, le secteur de la restauration ne cesse de progresser. Le secteur de l'hôtellerie se modifie avec la multiplication des établissements à 3, 4 et 5 étoiles, ainsi que les palaces pour accueillir une clientèle touristique de haut niveau. Paris bat au rythme de sa vie gastronomique. Grande brasserie centenaire, palaces aux ors inoubliables, tables coréennes, argentines, italiennes, japonaises, maisons historiques ou juste apparues, grande tradition française ou créativité, 1000 surprises vous attendent sur les 2 rives de la Seine, résume le guide Michelin en 2018. Paris vit avec son temps, reste une référence pour les chefs du monde entier et continue à inventer et à créer. La bistronomie, qui est le renouveau de l'emblématique bistrot parisien, en est un très bel exemple. On y propose une cuisine inventive de type gastronomique, mais servie dans un restaurant simple, non étoilé. Le Paris culinaire en est transformé car la bistronomie donne une image plus décontractée de la gastronomie parisienne. La capitale est toujours aussi mythique, avec des noms qui la font briller depuis des décennies et des institutions séculaires connues de tous. Le Café Flore, les Deux Magots, la Brasserie Libre, la Coupole, la Closerie des Lilas, le traiteur Potel-et-Chabot qui a fêté, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'est 200 ans. Le Fouquet's, la Tour d'Argent, la Maison La Durée, célèbre pour ses macarons, etc., etc. La permanence de ces établissements continue à contribuer au rayonnement de la capitale française. En fait, comme conclut le guide Michelin de 2021, on n'y a jamais aussi bien mangé. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à me poser des questions.
Merci beaucoup, Monsieur Patrick Rambourg. Donc, on peut enchaîner effectivement. Il nous reste un petit quart d'heure pour quelques questions à Pessac ou bien dans les autres villes. Alors, je vais lancer l'échange avec une question sur le film, La Passion d'Odin Bouffant. Peut-être si vous pouvez nous parler peut-être du personnage du film, un petit peu de son inspiration, et puis de votre travail en fait. Comment tout ça s'est passé? Oui. Alors, il est vrai que ceux qui ont vu le film d'Odin Bouffant et ceux qui vont voir le film d'Odin Bouffant, vous verrez que c'est un film historique. Et l'histoire est très importante dans ce film. Et j'ai été conseiller historique de ce film pour la partie culinaire et gastronomie. En fait, quand le metteur en scène en fait, a écrit son scénario, on a eu plusieurs rencontres ensemble et puis j'étais chargé de lui apporter la connaissance historique sur la cuisine et la gastronomie, d'élaborer avec lui les menus et de choisir les recettes qui apparaissent dans le film. Or, quand vous allez voir le carré de veau choisi, par exemple, ou l'omelette norvégienne, donc ce sont des recettes que j'ai contribué à les choisir, en fait. Et il était important que ces recettes correspondent à l'époque. Là, on est à la Belle Époque. Il faut bien comprendre une chose. Le scénario est une adaptation d'un roman de Marcel Rouve. Je vous ai cité tout à l'heure Marcel Rouve, qui était un gastronome, un grand copain de Kuronski. Marcel Rouve, qui avait une origine suisse, mais qui va prendre la nationalité française, qui est donc un franco-suisse, en fait, qui écrit La Passion d'Odin Bouffant gourmet, première publication en 1920, et puis une nouvelle publication en 1924, avec un texte beaucoup plus consistant. N'oublions pas que là, on est à la sortie de la Première Guerre mondiale, et comme il le dit très très bien dans l'introduction de son livre, il n'osait pas publier son ouvrage. On était là encore dans un contexte extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Comment parler de gastronomie avec cette guerre qui a tant meurtri le pays et avec tous ces hommes qui sont eux-mêmes meurtris dans leur chair. Donc, il explique dans son livre qu'il a hésité. Il a hésité, mais l'édition de 1924 va malgré tout rencontrer le succès. Et puis, c'est quoi cette histoire? En fait, il raconte l'histoire d'un bourgeois du 19e siècle. Et la grande différence avec le film, c'est que le film se passe à la Belle Époque, donc dans les années 1880, alors que l'histoire dans le roman se passe plusieurs décennies avant. Donc on est probablement à une époque où la France était un royaume, une royauté. Donc, c'est un bourgeois renommé, un gastronome renommé dans toute la France, voire dans toute l'Europe. Il aime manger, il aime parler et discourir du sujet, mais il a surtout une cuisinière qui est un cordon bleu exceptionnel et qui est indispensable à sa renommée et à sa réputation, puisque sans sa cuisinière, il est perdu. Et puis en plus, il tombe amoureux de sa cuisinière. Et donc, c'est une histoire, en fait, d'amour au travers de la cuisine et de la gastronomie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un personnage qu'on appelle le prince de Razy, qui vient dans la commune où il habite. Et ce prince de Razy a entendu parler de la réputation d'Odin Bouffant et invite Odin Bouffant. Mais le prince de Razy ne va pas satisfaire d'Odin Bouffant, puisqu'il présente un banquet à la manière de l'Ancien Régime, servi à la française, donc avec un grand nombre de plats sur la table. Et Odin Bouffant est totalement déçu. Et pour donner une leçon, en fait, au prince de Razy, et là je m'appuie sur le roman, pour donner une leçon au prince de Razy, en fait, il va inviter ce prince chez lui, mais il va lui proposer un simple pot-au-feu. Donc c'est une sorte d'affront. Mais quand vous lisez la recette du pot-au-feu d'Odin Bouffant, ce n'est pas un simple pot-au-feu. C'est un pot-au-feu extrêmement sophistiqué, extrêmement raffiné, et qui va contribuer d'une certaine façon à la réussite de son repas. Et en fait, c'est la gloire de la cuisine française, c'est la gloire de la gastronomie française au travers de ce roman, mais aussi au travers du film que vous allez pouvoir déguster d'une certaine façon. Alors, j'ai beaucoup de questions qui viennent des autres salles. Une question qui revient, quand a été créé le guide Michelin et le Gaumillot au passage? Et une autre question dans la foulée sur le mode de conservation des aliments. Quand on voit les cartes avec un nombre de propositions extraordinaires, comment les restaurateurs conservaient
leurs produits. Alors, pour le guide Michelin, il apparaît en 1900. Donc en 1900, dans un premier temps, c'est un vade-mecum seulement pour les automobilistes, pour leur permettre de trouver une station-service, pour leur permettre de trouver un hôtel pour se loger. On est là au premier boom automobile. Hein. Je veux dire, les voitures commencent à se développer. Les voitures, ce sont que ceux qui sont aisés qui peuvent disposer d'une voiture. Et on commence à découvrir la France au travers de sa cuisine. C'est le tourisme gastronomique qui se met en place. C'est à la fois la découverte du patrimoine des régions du pays et en même temps la découverte de la gastronomie. Et progressivement, ce guide qui d'abord donnait seulement des informations pour les automobilistes et leurs voitures va commencer à donner des adresses de restaurants et va commencer à donner des étoiles. Et les premières étoiles commencent à apparaître dans les années 20, au début des années 20. Et c'est comme ça que progressivement va se mettre en place en fait ce guide Michelin qui est aujourd'hui devenu un guide internationalement connu et qu'on attend tous les ans avec impatience et qui va récompenser comme ça les meilleures adresses et les meilleurs restaurants de France et aujourd'hui de la planète. Donc on voit comment et en fait, ça correspond tout à fait au développement de la cuisine de l'époque, l'affirmation des développements de la cuisine régionale, le développement du tourisme culinaire avec le train et les véhicules, les voitures. Donc on voit comment le guide Michelin est arrivé au bon moment. Le guide Goemio, il est beaucoup plus tardif, lui. C'est plutôt les années... alors, il commence avec un magazine à la fin des années 60 et au début des années 70. Et progressivement, le magazine va devenir un guide dans les années 1980. Le guide Goemio, qui a été créé par deux personnages, qui se nomme Goemio, bien sûr, se positionne dans un premier temps contre le guide Michelin. Ils vont critiquer le guide Michelin en expliquant que le guide Michelin n'a pas repéré ces jeunes chefs qui créent cette nouvelle cuisine. Et c'est comme ça que, progressivement, ils vont médiatiser la nouvelle cuisine au travers de leurs articles, au travers de leurs magazines, au travers du guide Michelin. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de concurrence. Aujourd'hui, ce sont deux guides qui ont chacun leur place dans la société gourmande et la société gastronomique française et au niveau international. Et puis, la conservation. Alors, la conservation, c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir des réfrigérateurs, des congélateurs et bien d'autres choses qui nous permettent de conserver nos aliments le plus longtemps possible et avec une réelle qualité. Donc, très tôt, les hommes ont trouvé des moyens de conserver les produits en les salant, par exemple, en les séchant, par exemple, en ayant compris aussi qu'en les mettant dans de la glace, ça les conservait. En les fumant aussi. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Donc on voit bien que, par exemple, les harengs qui arrivaient dans la capitale au Moyen-Âge étaient fumés, salés, caqués, c'est-à-dire mis dans des saumures, etc. La viande, on sacrifiait l'animal au dernier moment. On le gardait vivant jusqu'à la fin. Et puis, la tradition du sacrifice du cochon en octobre-novembre pour Noël, en fait, on mettait ça dans du sel aussi. Et le salage permettait de conserver longtemps. Et puis, on a des spécialités, des traditions qui résultent en fait de la conservation. La charcuterie, c'est quoi ? La charcuterie, c'est un moyen de conserver des aliments. Les confitures, c'est quoi ? Les confitures sont un moyen de conserver les fruits. Les pâtes de fruits sont un moyen de conserver les fruits. Dans des régions où vous avez des poires tapées aussi. C'est quoi les poires tapées ? On les tape, on les sèche, on enlève toute l'humidité et vous pouvez conserver ça des mois et des mois. Vous voyez ? Donc là, avec l'arrivée des premiers restaurants et au XIXe siècle, on n'a pas encore les moyens de réfrigération. En fait, ces moyens de réfrigération vraiment apparaissent dans le courant du XXe siècle seulement. Et Raymond Oliver, qui va tenir le Grand Véfour à Paris et qui va être un des grands restaurants de France durant quelques décennies, explique dans un de ses ouvrages l'importance de l'arrivée du froid dans les restaurants dans un premier temps, les chambres froides, qui vont révolutionner d'une certaine façon la cuisine. Aujourd'hui, si nos chefs peuvent nous faire une cuisine au plus près de la naturalité des aliments, peuvent nous proposer du poisson hyper frais, de la viande hyper fraîche, c'est parce qu'ils ont des moyens de réfrigération. C'est vrai que si on regarde la cuisine du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, c'est différent. Si aujourd'hui les chefs peuvent nous proposer un poisson à peine cuit ou une viande à peine cuite, c'est parce qu'ils ont ces moyens de réfrigération et parce qu'on est à peu près certain de ne pas attraper quelque chose qui pourrait nous importuner. Dans le passé, on cuisait beaucoup le poisson. Le poisson était très cuit. La viande aussi était très cuite. Et on nous disait de ne jamais manger du cochon rosé.
Aujourd'hui, on nous présente souvent une viande de cochon rosé. Vous voyez, donc c'est vrai que la conservation a été un problème, mais très très tôt, les hommes et les cuisiniers ont trouvé des solutions et des moyens de conserver leurs aliments et pour pouvoir proposer une cuisine sophistiquée et raffinée. Alors, parmi deux autres questions, une sur l'expression cordon bleu, savoir d'où vient cette expression, ce qu'elle signifie. Et question suivante, bonsoir. En quelle année la cuisine orientale, à l'instar du couscous, s'est introduite dans la cuisine gastronomique française? Merci. Alors, pour le cordon bleu, je ne pourrais pas vous donner l'origine du cordon bleu, mais le cordon bleu, quand on parle de cordon bleu, ça fait référence dans le monde culinaire à une cuisinière essentiellement. Un cordon bleu fait référence à une excellente cuisinière que l'on pourrait comparer à un chef. Alors aujourd'hui, ça peut être perçu comme de façon péjorative, puisque cordon bleu, on pense souvent à une personne qui fait la cuisine à la maison, qu'elle soit homme ou femme. Puisqu'aujourd'hui, quand on dit chef, et le mot chef a été féminisé, vous avez de jeunes chefs, chefs aujourd'hui peuvent s'écrire aussi avec 2 F-E. Donc, quand on parle d'une jeune cuisinière ou d'une jeune chef aujourd'hui qui tient un restaurant et qui a par exemple 1 ou 2 étoiles Michelin, on la désigne pas cordon bleu, on la désigne cuisinière ou chef. Vous voyez la grande différence. Donc il peut y avoir une approche péjorative. Cordon bleu était une appellation extrêmement bien utilisée au XIXe siècle et encore au début du XXe siècle, toujours avec cette idée que ça concerne d'abord et avant tout les femmes. C'est rare quand on désigne un homme un cordon bleu, même si on peut le dire aujourd'hui. Concernant la deuxième question, c'est sur la cuisine orientale. La cuisine orientale. Alors oui, contrairement à ce qui est dit, souvent on raconte que le couscous serait arrivé ou aurait été popularisé en France avec l'arrivée des pieds noirs au moment de la guerre d'Algérie et de l'indépendance algérienne. C'est faux. Alors certes, il y a eu une popularisation du couscous à ce moment-là, mais le couscous est connu depuis des siècles. Le couscous, Rabelais en parle dans un de ses ouvrages au XVIe siècle. Moi, j'ai trouvé à l'exposition universelle de 1889 à Paris, on a un restaurant algérien qui propose du couscous. Et Diard, en 1900, proposait du couscous déjà à Paris. Donc on pouvait déjà consommer et acheter du couscous au début du XXe siècle. Alors certes, ça s'adressait à une clientèle un peu élitiste. Et n'oublions pas que la France, comme je l'ai dit tout à l'heure, a eu un empire qui a englobé l'Algérie, protectorat le Maroc, la Tunisie, l'Afrique et une partie de l'Afrique, etc. Et donc cette connaissance de la cuisine de ces pays du Maghreb et d'Afrique est là. Et les échanges sont là. Et je veux dire qu'on a cette connaissance de cette cuisine depuis très très longtemps. Et alors, ce qui est important, et ça, c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon propos et ce que je montre aussi dans mon livre, c'est que très très tôt, il y a eu des restaurants de cuisine exotique et des restaurants de cuisine étrangère dans Paris et dans la capitale française. Et donc, il y a cette passion, d'une certaine façon, de cette cuisine qui vient d'ailleurs, ce qui n'empêche pas le développement de la cuisine nationale et ce qui n'empêchait pas non plus l'affirmation de la cuisine régionale. Alors, il y a une autre question sur la différence entre les tavernes et les restaurants. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on considère que le restaurant apporte une nouveauté par rapport au tavernes? Alors oui, c'est ce qui fait, oui, c'est souvent cela. Alors c'est vrai que comme je vous l'ai expliqué, avant l'arrivée du restaurant, il y avait déjà une diversité d'établissements, tavernes, cabarets, auberges, hôtelleries. Généralement, dans les tavernes, on y boit essentiellement, mais on peut y manger. Les cabarets, c'est pareil, ce sont des lieux où on y boit, mais on peut aussi y manger. Ce sont souvent des lieux populaires. Les hôtelleries peuvent s'adresser à une différente clientèle. Et dans les hôtelleries, souvent, on y mangeait à table d'hôtes, c'est-à-dire que, et aussi dans les auberges. C'est-à-dire qu'on avait une grande table. Le menu, généralement, était un menu défini à l'avance par les aubergistes. Et le client s'installait à la table et mangeait avec des voisins qu'il ne connaissait pas. La grande nouveauté du restaurant, déjà, comme je l'ai expliqué, s'adresse à une clientèle raffinée, à une clientèle élitiste dans un premier temps, mais propose aussi une autre façon de manger et de déguster les plats. C'est-à-dire que chacun avait sa table, chacun pouvait avoir sa table. On avait sa table individuelle. Vous pouviez, si vous veniez seul dans un restaurant, avoir votre table seule. Si vous veniez avec votre femme ou d'autres personnes, vous pouviez avoir votre table pour 3 ou 4 personnes. C'est ça, déjà, la grande différence, avec une auberge, une taverne ou les tables d'autres. Donc, et il y a aussi autre différence, c'est la cuisine qui était présentée, la cuisine qui se voulait simple, de santé, légère. Une cuisine qui était au plus près d'une forme de naturalité que l'on revendiquait déjà depuis le XVIIe siècle.
Et puis, il y a aussi le choix de la vaisselle. Je ne suis pas certain que dans une taverne ou un cabaret, on pouvait avoir une vaisselle avec un liseré d'or. Cette cristallerie sur la table. Le fait que le restaurant, comme les cafés, les grands cafés, était un lieu aussi où on pouvait aussi y trouver une nourriture intellectuelle. C'est-à-dire qu'on pouvait y lire les journaux, on pouvait y trouver des gazettes et toute une diversité de papiers pour comment dire, pour apprendre en fait, ou pour voir ce qui se passait dans la société. Donc c'est ça, la grande différence des restaurants dans un premier temps, c'est le décorum, c'est la table individuelle, c'est le fait qu'il s'adresse à une clientèle choisie, c'est le fait qu'on n'y va pas que pour manger, on y va aussi pour prendre son bouillon, c'est le fait aussi qu'on pouvait aller manger à toute heure, c'est aussi un peu plus tard aussi, notamment, on a quelques établissements qui sont encore à Paris, comme le restaurant La Pérouse, par exemple, où il y a des petits cabinets particuliers, mais ça va venir pas avec les premiers restaurants, mais très rapidement, où on pouvait choisir un petit cabinet particulier, y aller avec la dame de son choix, y manger et ne pas y faire que manger. Voilà. Donc, y trouver aussi d'autres nourritures, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. Alors, une dernière question. Quelle est la deuxième ville gastronomique du monde? Alors, c'est une colle, parce que, alors attention. Il y a une grande... C'est enregistré, hein? Oui. Ah, d'accord. Je n'ai pas la réponse. Parce que, voilà. Donc, à un moment donné, je pourrais peut-être parler de Tokyo, peut-être de New York, mais j'en suis pas certain. Alors, par contre, ce dont je suis sûr, c'est que depuis quelque temps, on veut absolument, faire en sorte que Paris ne soit plus une capitale de la gastronomie. Du moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment une presse étrangère, pour mettre en avant d'autres villes qui auraient le statut de capitale de la gastronomie. Alors, vous avez depuis un petit moment, depuis une décennie ou deux, vous avez régulièrement des articles, en fait, comme ça, où on vous dit d'un seul coup, ah ben là, c'est Rio de Janeiro qui est capitale de la gastronomie, là, c'est New York, là, c'est Stockholm, etc., etc. En oubliant de dire, d'une certaine façon, que cela s'appuie sur, en fait, quelques restaurants, quelques chefs, en fait, en oubliant de dire que c'est une médiatisation poussée, que c'est le résultat de quelques guides gastronomie, de quelques gastronomes, et que tout ça est surfait d'une certaine façon. Je ne veux pas dire pour autant qu'il n'y ait pas d'autres capitales où il y aurait une mise en avant de la gastronomie. Il y en a, ça c'est certain. Mais ce dont je suis certain, et c'est le résultat de mon travail, c'est qu'on ne pourra jamais dire que Paris n'est plus une capitale de la gastronomie, du moins de façon historique. Puisque la grande différence de Paris avec les autres villes qui se revendiquent ou qu'on veut revendiquer comme capitale de la gastronomie, c'est que Paris a une histoire de plusieurs siècles sur le sujet. Et que aujourd'hui encore, Paris concentre au niveau national le plus grand nombre de restaurants étoilés. Aujourd'hui, vous avez 10 restaurants 3 étoiles à Paris. C'est énorme. 10 restaurants 3 étoiles à Paris, une diversité de restaurants 2 étoiles, une diversité de restaurants 1 étoile. Donc, ça s'affirme de plus en plus, en fait. Et donc, cette petite guéguerre que certains journalistes veulent mettre en avant en disant « ça y est, Paris est fini, Paris est foutu », non, ça ne fonctionne pas. Et la preuve, c'est la bistronomie. La bistronomie est un renouveau du Paris gastronomique. Et la bistronomie a fait le tour du monde. Donc, on a encore de beaux jours devant nous. Alors, je ne veux pas dire pour autant que d'autres villes n'ont pas le droit d'avoir le statut de capitale de la gastronomie. Tout à fait. Elles peuvent revendiquer, ça peut être dit, mais on peut revendiquer son statut de capitale de la gastronomie sans forcément tuer Paris, parce que Paris est historiquement la capitale de la gastronomie. Voilà. Un grand merci, Patrick Rambourg. Merci beaucoup.